Bonjour à toutes et bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo avec un nouveau format. Et pour cette première, nous allons parler de la loi de Téhéran. Du coup, c'est quoi la loi de Téhéran? La loi de Téhéran est un film iranien. Il est réalisé par Saïd Roustahi. Les comédiens principaux sont Payman Mahdi et Navid Mohammadzadeh. On y retrouve aussi dans les rôles secondaires Ouman Kiaï ou bien encore Farza Aslani. Le film dure 2h14 et il est sorti le 28 juillet 2021 en France. C'est quoi l'histoire? En Iran, la sanction pour possession de drogue est la même que l'on ait 30 grammes ou 50 kilos sur soi, la peine de mort. Dans ces conditions, les narcotrafiquants n'ont aucun scrupule à jouer gros et la vente de crack a explosé. Bilan, 6,5 millions de personnes ont plongé. Au terme d'une traque de plusieurs années, Samad, flic obstiné aux méthodes expéditives, met enfin la main sur le parrain de la drogue Nasser K. Alors qu'il pensait l'affaire classée, la confrontation avec le cerveau du réseau va prendre une toute autre tournure. C'est qui le réalisateur? Saïd Roustahi est né le 14 août 1989 à Téhéran. Il a donc seulement 32 ans et tourne ici son second long métrage. Son premier, traduit en français par Perpétuité plus un jour, est sorti en 2016 et se présente comme un drame familial. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous donner plus d'explications et de détails puisqu'à l'heure où je tourne cette vidéo, je ne l'ai pas encore vu. Sachez cependant qu'il est disponible sur YouTube, donc si ça vous tente, foncez. Une chose est sûre, c'est qu'il va falloir dorénavant suivre Saïd Roustahi de très près. C'est qui les acteurs? Payman Mahdi est un des acteurs iraniens les plus connus. Il était le héros d'Une séparation d'Asghar Farhadi, mais a aussi joué dans des films internationaux comme 13 Hours et Six Underground de Michael Bay, ou encore Le Police de Anne Fontaine. Quant au sérivore, vous avez peut-être aperçu sa tête dans l'excellente série The Night Of, ou bien plus récemment Westworld. Son partenaire de jeu, Navid Mohammadzadeh, est plus méconnu de par chez nous. Citons quand même Cas de conscience qui lui a valu plusieurs prix, dont un au Festival de Venise. À noter également que les deux se sont déjà donné la réplique dans le précédent film du réalisateur, où on retrouvait aussi Parrinaz Izzadinar, qui fait une apparition dans La loi de Téhéran. Voilà, la boucle est bouclée. La réputation du film. Peu mentionné il y a encore quelques mois malgré de nombreux prix remportés, notamment le prix du meilleur réalisateur et du meilleur acteur au Tokyo International Film Festival, ainsi qu'une sélection hors compétition au Festival de Venise 2019. Il faudra qu'un homme fasse une déclaration fracassante pour que la hype commence à s'installer. Cet homme, c'est lui, William Friedkin, qui a déclaré tout simplement « La loi de Téhéran est le meilleur thriller que je n'ai jamais vu ». De la part du cinéaste qui nous a livré l'un des meilleurs polars des 70s avec French Connection et des 80s avec Police fédérale Los Angeles, ça donne envie. Bon, ok, il y a quelques années, il avait défendu Banlieue 13. On pardonnera cette faute de goût qui peut arriver à tout le monde, d'autant que dans ce cas précis, je ne peux pas lui donner tort. Preuve en est, avec mon point de vue en bref. Pousse te claque. L'un des meilleurs films de l'année, si ce n'est le meilleur, tout simplement. Olé! Chef-d'œuvre. Voilà, c'était mon point de vue en bref. Pour plus de détails, on se retrouve après le générique. La loi de Téhéran, nom de Dieu, c'est un film d'un point de vue cinématographique qui est assez rafraîchissant. Je parle d'un point de vue cinématographique seulement parce que le fond est assez déprimant, mais j'y reviendrai évidemment. Pourquoi je dis rafraîchissant? C'est parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un film où dès la scène d'intro, on nous pose quelque chose qui est de se dire que tout ce que l'on va voir, on a l'impression qu'on l'aura déjà vu 12 milliards de fois, mais la manière dont ça sera fait, ça sera d'une certaine manière du jamais vu. Pour plusieurs raisons. Déjà d'une manière purement cinématographique grâce à la mise en scène, et puis aussi parce que on est dans un pays qu'on ne connaît pas, qui a ses propres règles, sa propre loi, sa propre culture, et donc du coup il y a quelque chose de très
oui, à la fois rafraîchissant et déstabilisant de voir un, un polar qui part d'un postulat finalement assez classique et qui se transforme petit à petit en une œuvre protéiforme d'une certaine manière, qui est d'une cohérence absolue, qui s'inscrit dans un pays et dans une culture qui lui est propre et qui pourtant semble universelle. Le film démarre et immédiatement sur une course-poursuite à pied, où on est dès les premières minutes, dès les premières secondes même, c'est vraiment le tout début du film, plongé dans le quotidien de ces flics qui font une descente pour aller choper un dealer. Le dealer les voit arriver et s'enfuit, et là il y a une course-poursuite. À la fin de cette course-poursuite, je pense que honnêtement personne ne peut la voir venir. Je n'ai jamais vu une course-poursuite se terminer comme ça. C'est estomacant, si je pourrais me permettre d'employer ce terme. Et à partir de là, on rentre dans un pur polar. J'ai pas envie de dire à l'ancienne parce que ça veut tout dire et rien dire, mais quand je dis à l'ancienne à défaut d'un autre terme, c'est plus pour signifier l'aspect, comment dirais-je, l'aspect brut de décoffrage, sans artifice. On est vraiment dans ce quotidien de ces flics d'une manière qui est presque, si je pourrais employer le mot documentaire. Et c'est voilà, c'est saisissant, c'est hyper immersif, avec en plus cette, comme je vous dis, cette particularité iranienne, j'ai envie de dire, ne serait-ce qu'administratif, c'est-à-dire que c'est pas un spoil en soi, hein, mais au début du film, on nous montre le personnage principal, le flic. Quand je dis personnage principal, je m'emballe un peu, parce que c'est plus complexe que ça, mais le héros. Et là aussi, je m'emballe un peu parce que c'est un peu plus complexe que ça. Bref, le personnage du flic, qui a une discussion qui peut paraître anodine avec son supérieur, et son supérieur lui dit « Mais attends, tu t'es remarié ? J'ai cru que tu étais divorcé et tout. » Et le flic dit « Bah oui, je me suis remarié. » Et en fait, en gros, on comprend que administrativement parlant, si le mec veut passer commissaire, il est obligé d'être marié. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas chez nous. Donc du coup, c'est ce genre de petits détails qui changent notre perception. Parce qu'en gros, il a divorcé, il s'est remarié pour être commissaire, et à la fin de l'échange de dialogue, son supérieur lui dit « Mais si c'est pas toi qui passes commissaire, qu'est-ce que tu fais ?» Et le héros lui dit « Bah, je redivorce. » Alors ça peut paraître absurde, mais c'est le quotidien de là-bas. Et en ça, c'est aussi pour ça que je parle de spécificité iranienne. Donc on est dans ce pur polar, un polar qui a un rythme, j'ai pas envie de dire effréné parce que ça peut faire penser à un découpage très, très hollywoodien et tout ça. Non, quand je dis rythme effréné, c'est tension palpable qui est constamment maintenue. Avec cette caméra à l'épaule, ce côté très documentaire, etc., etc. Et puis très rapidement, on arrête le gros baron que les flics pourchassent depuis un certain temps. Et quand je dis très rapidement, c'est vraiment très rapidement. Et là, je me suis dit, ok, bon, il a arrêté. Normalement, ça devrait être le truc à la fin du film, puisque c'est l'enjeu qui nous est présenté au départ sur le film, c'est-à-dire, voilà, normalement, ça devrait être le climax de fin, quoi. Donc, qu'est-ce que le film va pouvoir raconter de plus à partir du moment où on te fout la scène qui normalement devrait être une scène qui intervient à la fin, quasiment au début du film. Donc là aussi, c'est rafraîchissant dans le sens où ça change et c'est une espèce de twist, entre guillemets, qui est fortement sympathique. Et puis, tout simplement, pourquoi ils font ça ? C'est parce que
C'est parce qu'à partir de là, à partir du moment où il l'arrête, on rentre dans les arcanes de la justice. À la fois dans les arcanes de la justice et à la fois dans le drame humain. Pourquoi je parle de drame humain et d'arcanes de la justice? Désolé de me répéter. Je tourne cette vidéo, il est minuit et quart, un truc comme ça, hein, donc faut pas m'en vouloir. C'est aussi pour ça que je parle tout doucement pour éviter de ne pas réveiller mes voisins. Donc où j'en étais? Oui, donc la justice, le drame humain, tout ça. Pourquoi? Parce que on va se rendre compte, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, que par exemple les prisons en Iran, c'est genre des cellules de 20 mètres carrés où on t'entasse 70 personnes. J'exagère parce que j'ai pas les chiffres exacts et je me suis pas amusé à compter le nombre de figurants qu'il y a, mais vous voyez l'idée générale. Il y a un mouvement de foule, il y a une manière de filmer la foule absolument ahurissante, de filmer les corps. Du coup, on commence à switcher de point de vue et à passer du point de vue du trafiquant, qui, dans un film très cartésien, serait considéré comme le méchant du film. Et d'une certaine manière, il l'est, hein, on va pas se mentir. Sauf que la force de la loi de Téhéran, avec ce switch-là, c'est en gros de déshumaniser progressivement le personnage du flic. Et quand je dis déshumaniser, c'est dans le sens où je le considérerais presque comme une machine, comme un robot qui suit les règles, qui suit les lois, qui est vraiment omnibulé par ça, et au point même de foutre ses collègues dans la merde. Parce que tous les délires qu'on peut voir dans d'autres films en mode non mais c'est bon, t'as fait une connerie, je vais te couvrir et tout machin, lui il est pas du tout dans cette logique là, parce que c'est Monsieur Loi quoi, pour des raisons qui lui sont propres, et par extension en fait ce que le film va faire, c'est qu'il va humaniser le dealer de drogue au point de le rendre dans un premier temps attachant, au point, dans un deuxième temps, de comprendre comment il est rentré dans ce système-là et comment pourquoi il a commencé à mener cette vie-là, et au point de le rendre absolument bouleversant au final. Et c'est vrai que c'est assez déstabilisant par rapport à tes repères moraux en tant que spectateur, de te dire que tu commences un film où on te présente le flic d'un côté et le dealer de l'autre, donc en gros le gentil d'un côté et le méchant de l'autre, et qu'à la fin tu as plus de compassion pour le méchant que pour le gentil. Et en fait, ça c'est lié aussi au propos du film, qui est de alors dénoncer, c'est pas vraiment une dénonciation, mais plutôt faire un constat des lieux d'un pays en crise, d'un pays au bord de l'implosion, d'un pays qui est en train de vivre une catastrophe humaine hallucinante, puisque, comme c'est expliqué dans le pitch, on a 6,5 millions d'Iraniens qui sont accros à la drogue, ce qui est une calamité absolue au vu du nombre, enfin, proportionnellement au nombre d'habitants du pays. Puisque en gros, j'ai plus les chiffres exacts là, mais c'est genre une personne sur 3 ou une personne sur 4, un truc comme ça. Donc imaginez à quel point c'est ahurissant. Donc on a ce constat des lieux qui apparaît en filigrane au sein d'un pur film de genre, et je vais y revenir parce que ça reste un pur film de genre quand même jusqu'à la fin. Et en fait, ce constat amène plusieurs questions, amène la question de savoir si la justice est bien faite, enfin quand je dis bien faite, si elle est utile, si elle est bien menée. D'ailleurs, le plan de fin te ramène à ce questionnement-là, c'est-à-dire que le plan de fin, c'est un plan qui signifie quand même, sans le spoiler évidemment, mais que c'est un éternel recommencement et que tout ce qui a été montré durant le film, est-ce que ça a été utile ou pas? Ça reste en question et ça interroge. Pourquoi je dis aussi que ça reste un pur film de genre, c'est qu'il garde les mécaniques du film de genre. Il garde les mécaniques du polar, comme je l'ai expliqué au début, et puis dans 2-3 scènes aussi égrenées par-ci par-là. Mais c'est aussi un huis clos, puisqu'on passe la plupart du temps dans le commissariat et dans cette prison,
qui est extrêmement anxiogène de par justement la petitesse des cellules et le nombre grandissant au fur et à mesure du film, qui plus est d'arrestations et donc de prisonniers. Et au bout d'un moment, c'est vraiment pardon, angoissant, étouffant. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à justement ce mélange des genres? Oui, le côté dramatique, il intervient au fur et à mesure par des éléments qui sont posés en amont avec des espèces de fusils de Tchekhov émotionnels que tu vois pas venir et qui t'explosent à la gueule dans un final qui moi, personnellement, m'a profondément terrassé. Et voilà, et c'est porté par alors, une troupe de comédiens, mais principalement 2 comédiens principaux qui sont ahurissants. Voilà. Et puis la mise en scène. La mise en scène est un véritable uppercut à fond, totalement, définitivement. C'est une mise en scène qui est au plus proche des personnages, qui en même temps arrive à créer une tension et arrive à, comment dirais-je, à expliciter son propos d'un point de vue visuel. C'est-à-dire que les mouvements de foule, ça représente, enfin la foule qui s'entasse au fur et à mesure, symboliquement, ça représente ces 6,5 millions de toxicos, et de montrer, puisqu'on ne peut pas montrer les 6,5 millions de toxicos dans un film, et de symboliser ça. C'est une grosse claque. Putain, j'aurais dû prendre des notes. Ou alors pas tourner cette vidéo à minuit. Parce que là, comme j'ai le cerveau en vrac, je vais oublier la moitié des choses que je voulais dire. Je suis désolé. J'ai parlé des comédiens, j'ai parlé du scénar, j'ai parlé du propos, j'ai parlé de la mise en scène. Oui, bon, en gros, je crois que j'ai fait le tour. Hein. En gros, je crois que j'ai fait le tour. Je pense que... voilà, on est face à un film qui va révolutionner le genre du thriller. Je pense sincèrement qu'on est face à ce genre de film. Voilà, donc si vous ne l'avez pas vu, foncez, si c'est pas trop tard. Et puis sinon, sinon tant pis, hein, vous le rattraperez plus tard, mais il faut vraiment le rattraper. Non, je ne déconne pas, c'est vraiment une énorme claque. Et comme je l'ai déjà dit plus tôt dans la vidéo, l'un, si ce n'est le meilleur film de l'année, ça c'est clair et net. Excusez-moi du ton que j'ai pris, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec mes voisins. Donc voilà, je suis tout calme. Je suis tout calme. Ce qui ne représente pas du tout le film. Hein. Le film, c'est un film vénère. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. C'est que c'est un film où on en ressort tendu. Où on en ressort limite déprimé, je pourrais dire ça. Mais une bonne dépression. C'est une dépression qui est nécessaire. C'est une dépression qui fait réfléchir, qui fait cogiter. Ah ouais, ça c'est clair. Et oui, c'est ça aussi que je voulais dire. Mais vous savez quoi? Je vais le dire dans la partie spoiler, parce qu'il va y avoir une partie spoiler. Donc je pense qu'on va passer directement à la partie spoiler. La partie spoiler, c'est parce qu'il y a une nouvelle rubrique qui s'appelle la scène. C'est la scène que je retiens du film. Le passage qui... Waouh! Alors je vous préviens, il y aura des spoilers. C'est pas des spoilers par rapport à l'intrigue principale, parce que paradoxalement, c'est une scène qui vient d'une intrigue secondaire, voire tertiaire, mais qui pour moi représente totalement ce qu'est le film. Je vais replacer un peu dans le contexte. Il y a une sous-intrigue au moment où le dealer est arrêté et mis dans cette cellule de 50 mètres carrés avec 70 personnes, où parmi ces 70 personnes, il y a un père et son fils. Son fils a 14 ans, et tu te dis, qu'est-ce qu'un gamin de 14 ans vient foutre en cellule, en tôle. Enfin, pas vraiment en tôle, mais en cellule dans un commissariat, bref. On revient souvent à ces 2 personnages au cours du film.
Et on comprend au fur et à mesure qu'en gros, s'ils sont là tous les deux, c'est que en fait, ils se sont fait choper en train de vendre de la dope. Et tout l'enjeu, c'est de se dire, est-ce que c'est le père, est-ce que c'est le fils? En gros, est-ce que c'est le père qui a employé son fils pour vendre de la dope à sa place, puisque c'est le fils qui s'est fait choper avec la dope, en sachant que le père est un récidiviste. Donc c'est pour ça qu'ils ont été embarqués tous les deux. Et donc on a cette sous-intrigue avec ce petit gamin de 14 ans. Et la scène qui m'a le plus marqué, il y en a plein. Il y a la scène d'intro, il y a la scène de fin, il y a ce que j'appellerais la scène de l'explosion, il y a plein de scènes. Mais cette scène-là, c'est la scène où le gamin passe devant le juge. Et où le juge lui dit clairement, en gros, lui fait comprendre explicitement que, en gros, s'il dénonce son père, lui, il va être tranquille, peinard, et que son père va aller en tôle. Mais que, en gros, s'il le dénonce pas, c'est lui qui va prendre, quoi. Un gamin de 14 ans. On parle d'un gamin de 14 ans qui va prendre très cher et qui va aller en tôle à la place de son père. Parce qu'en gros, la loi, c'est la personne qui est chopée avec la dope, c'est elle qui en prend plein la tronche. À part si c'est même pas preuve du contraire, c'est juste si tu dénonces quelqu'un d'autre. Et t'as ce fils qui veut pas dénoncer son père. Et durant cette scène, on comprend qu'en fait, il veut pas dénoncer son père, c'est parce qu'il a plus que lui, qu'il a plus de famille, qu'il a rien, qu'il a rien du tout. Et qu'en gros, s'il dénonce son père, il va se retrouver tout seul, ou il va se retrouver à la DAS, ou famille d'accueil, etc., et qu'il ne veut pas de cette vie-là, parce que voilà, il n'en a pas envie. Et à côté de ça, il a cette épée de Damoclès, ce choix cornélien de rien dire. Et puis c'est lui qui va en tôle, quoi. Et encore une fois, j'insiste, le gamin, il a 14 ans. Et c'est un choix qu'un gamin de 14 ans ne peut pas faire. Et tu vois ce gamin s'effondrer en larmes. S'effondrer littéralement. Et pourquoi je choisis cette scène comme symbole du film, comme la plus représentative du film? Elle est déjà représentative d'un point de vue émotionnel parce que c'est le point déclencheur pour moi qui m'a fait verser, qui a commencé à me faire verser ma larme et qui a commencé à me faire voir les personnages sous un angle réellement humain. Et puis c'est une scène qui te montre les dérives du système, quoi. Alors quand je parle de dérive, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas qui maintient ce questionnement sur le fait de est-ce que c'est une bonne stratégie de répréhension, parce que fondamentalement c'est la peine de mort pour les dealers, et malgré tout ça change rien, quoi. Il y a de plus en plus de toxicos, il y a de plus en plus de dealers. C'est comme s'ils n'avaient pas peur. Donc voilà, ça fait réfléchir sur plein de choses. Et voilà, et c'est en gros la loi de Téhéran, c'est un pur polar sec, nerveux, un drame humain bouleversant et un film que j'appellerais globalement politico-social, très pertinent. Et le tout fait un film qui finalement est assez terrifiant, pas dans le sens horrifique du terme, dans le style film d'horreur, mais terrifiant par ce qu'il montre, par le constat qu'il fait. Et en plus, faire ce constat qui, si je prends des catégories de genre, peut être un constat de pur film d'auteur, de festival, en mode regarder la misère et tout ça, et de le faire d'une manière aussi pertinente au sein d'un pur film de genre sec et tendu et brutal par instant et nerveux et tout ça, c'est un tour de force. C'est un tour de force comme on en voit quand même rarement, et surtout à ce niveau-là, c'est-à-dire que ce mélange des genres et tout ça, il y en a plein qui le tentent. Le réussir avec tant d'excellence, pour moi, j'ai même pas de comparatif.
Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu ce niveau-là au cinéma, dans ce style-là et par rapport à tout ça que j'arrive même pas à me souvenir depuis quand j'ai pas vu un film, j'ai pas vu un film comme ça. C'est hallucinant, c'est vraiment hallucinant. Et je le répète, parce que je l'avais répété en début de vidéo dans la petite intro, c'est seulement le deuxième film du réal. Le deuxième film du réal, le mec il a 32 ans. Fondamentalement, il est plus jeune que moi et il te fait un truc comme ça. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Il n'y a pas d'autre mot. Donc vous avez compris ce qu'il vous reste à faire. Allez vous précipiter au cinéma s'il est encore en salle et rattrapez-le au plus vite quand vous en aurez l'occasion. Si vous ne pouvez pas aller le voir en salle, mais allez le voir en salle parce qu'en salle, c'est sur grand écran et tout ça, c'est une expérience à vivre. Je pense que j'ai tout dit. À la question est-ce qu'il est bien le film, puisque c'est quand même le titre de l'émission, IBF, il est bien le film? Oh bah je pense que j'ai pas à en rajouter une couche, hein. Vous aurez compris que... Allez, ciao, à la prochaine.